Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, à 3 jours des élections législatives, je ne vais pas vous parler de ces élections en elles-mêmes. Je vais vous parler de ce que nous a dit Emmanuel Macron, et qui est très grave. Inaugurant à l'Euro-Satori une exposition militaire, il a dit « Nous sommes entrés dans une économie de guerre ». Il a ajouté curieusement, et je le cite, que nous ne pouvons, dans cette économie, pas vivre même avec la grammaire d'il y a un an. Qu'est-ce que ça veut dire, cette façon de s'exprimer? Ça veut dire une économie de guerre. Et Charles Sanat, quelqu'un qui est à la fois dans la politique et dans l'économie, reprend la définition d'économie de guerre donnée par le site d'Alternative économique. Ils nous disent « type d'économie dans laquelle les besoins de la guerre sont satisfaits prioritairement par prélèvement autoritaire, réquisition, livraison obligatoire. Dans une économie de ce type, le pouvoir d'achat effectif de la population est forcément bas puisque l'appareil de guerre ponctionne largement la production. » Ça veut dire donc une économie de la pénurie, de l'austérité sociale, une économie de la misère. Eh bien, c'est cela qui nous est asséné aujourd'hui. Et une économie de guerre, ça veut dire une économie de marchands d'armes. Ça veut dire aux États-Unis, Raytheon, Lockheed, toutes les entreprises qui aujourd'hui sont en train de littéralement jouer un jeu de mort avec les armes nucléaires tactiques qu'elles visent à produire. Et puis il y a nous, qui sommes un des principaux vendeurs d'armes dans le monde, je crois le 3e. Donc on ne peut pas rentrer dans ce monde-là, dans ce monde qui se détruit lui-même. Et je vais vous expliquer ce soir comment c'est ce qui est en aplomb de ces élections législatives. Et vous dire que dans cette économie de guerre, quelque part, nous y sommes déjà rentrés. Si nous regardons les statistiques d'aujourd'hui, nous sommes très près de ces conditions de l'économie de guerre. Au premier trimestre 2029, le produit intérieur brut se replie de 0,2%, c'est déjà un recul, et le pouvoir d'achat du revenu des ménages par unité de consommation recule de 1,9%, alors que si on prend les salaires, avec l'effet de l'inflation, le pouvoir d'achat recule de 2,3%. Recule de beaucoup plus. Donc on a un recul déjà des conditions d'austérité qui commencent. Et ce qui vient sera bien pire. Ce sera bien pire parce qu'il y a tout ce monde dans lequel, d'une part, on est rentré à cause d'une oligarchie financière, avant la guerre en Ukraine, une oligarchie financière qui impose son pouvoir. Et c'est un pouvoir de l'argent qui va à l'argent et qui ne va pas à la production, donc qui ne crée pas les conditions d'un futur. Et puis après la guerre en Ukraine, nous avons les sanctions contre la Russie. Et les sanctions contre la Russie ont pour effet, ainsi que la guerre en Ukraine, de créer une grande difficulté dans un approvisionnement d'engrais, dans les approvisionnements dans le monde de blé dur en particulier, dans les approvisionnements en ce qui concerne les métaux rares. Donc on a créé les conditions à un moment où il y a ces spéculations financières et où l'argent parle l'argent, de captation d'opportunités, comme on dirait, c'est-à-dire de gens qui essayent d'accumuler ce qui existe et font ainsi monter les prix, parce qu'ils savent qu'un jour, l'inflation se déclenchant, le prix des choses augmentera, donc mieux vaut les détenir tout de suite. Donc ça crée une économie qui n'est plus orientée vers, je dirais, ce qui est positif, ce qui est bon pour une société, et ce qui est juste pour ceux qui y travaillent, mais une économie orientée fondamentalement vers une spéculation et un système qui spolie et la production et le travail humain en même temps. On peut donner des tas d'exemples, mais les exemples qu'on peut voir déjà dans la question alimentaire, les pâtes sont une des choses qui a le plus augmenté. Évidemment, le prix des pâtes, ça ne se voit pas beaucoup parce que ce n'est pas en soi très élevé, mais c'est frappant. En avril, sur un an, il y a eu une progression du prix des pâtes de près de 14%, plus que le café,
qui a progressé de 6,5%, et beaucoup d'autres choses. Le gaz, évidemment, et l'électricité, l'énergie, elle a progressé de plus de 25%. Et au détriment de l'EDF et au détriment de nous-mêmes, puisqu'on a contenu par un bouclier, mais ce bouclier est payé pour 8 milliards d'euros par l'EDF et par 8 milliards par l'État, c'est-à-dire nous. Donc, on a tout un système qui est profondément déséquilibré et qui est un système qui n'est pas récent. Une des raisons pour lesquelles cette production ne peut pas faire face à de l'argent qui est de l'argent qui n'est pas du véritable argent, mais qui est une sorte de monnaie qu'on émet pour que les choses puissent tenir, et qui ne va pas à la production physique réelle de biens, eh bien, cela vient de loin. Il y a 40 ans, à peu près 10%, 2 fois 10%, 20%, à la fois des travailleurs et des revenus étaient dans l'industrie par rapport à notre produit intérieur brut. Maintenant, c'est une seule fois 10%, ce n'est que 10%. Donc on a baissé de moitié pour l'industrie. Et l'agriculture est dans l'état que vous savez. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. On voit bien l'état dans lequel se trouve qu'une agriculture qui est à la fois, on a mis en concurrence tous les agriculteurs du monde entier les uns contre les autres, et à l'intérieur de l'Union européenne, ceux d'Allemagne et d'Espagne contre les nôtres. Donc c'est un système de concurrence forcée et de concurrence destructrice au nom d'une soi-disant compétitivité. Alors, on voit que même si on consent des avantages sans toucher au problème de la qualité de la production et du travail, ben, si on verse de l'argent, mais sans qu'il aille là où il faut pour produire, pour développer, pour créer, pour aller au monde du travail, donc je le répète, eh bien, on a une fuite d'argent vers l'extérieur, parce que quand on ne produit pas à l'intérieur, on va acheter à l'extérieur. 31 milliards de déficit commercial au premier trimestre, et encore, bon, on pourrait dire c'est de la consommation, non. 18 milliards, c'est le solde négatif pour le secteur manufacturier, c'est-à-dire la production industrielle. Donc on est dans une situation qui est extrêmement grave et dans laquelle l'ascenseur social, et le Figaro même vient le reconnaître, l'ascenseur social est grippé et bloqué. Il n'y a plus de développement mutuel dans notre pays, comme il n'y a plus de développement mutuel dans le monde. Alors, dans ces conditions, on voit se produire l'inflation. L'inflation n'est pas une inflation parce que les salariés veulent un meilleur salaire, mais c'est une inflation qui est provoquée par de la monnaie qu'on émet pour favoriser les secteurs financiers, et en face, la production qui n'en monte pas, au moins pas au niveau où elle pourrait faire face à cette monnaie. Donc, on a, disons, par le milieu dominant, on a le projet de faire supporter la crise à qui ? Eh bien, aux travailleurs, à ceux qui n'ont pas responsables. Et la Banque centrale européenne, par la voix de Christine Lagarde, a reconnu qu'elle s'était trompée, qu'une inflation qu'elle disait transitoire, c'est une inflation qui va durer, et cette inflation, ben, c'est quelque chose qui doit, disons, dépouiller l'épargne et ce qu'on appelle les titulaires de revenus fixes. Alors je sais bien, on dit que les salariés sont indexés sur l'inflation, mais c'est en réalité pas vrai. Les salaires ont augmenté dans la dernière période, on peut le dire globalement, d'environ 2-3%, et l'inflation, elle est soi-disant à 5, mais en fait elle est à 7, et les taux d'intérêt à 10 ans sont à 2,20. Donc on voit bien que l'inflation, cette hausse des prix, est plus forte, non seulement que la hausse des salaires, et donc elle fait baisser le niveau de vie, mais en plus qu'elle est plus forte que ce qui est le fondement même de notre économie productive. Alors la BCE, dans ce contexte, a décidé d'arrêter l'argent lequel verse au secteur financier, parce que je pense qu'on ne peut plus continuer comme ça. Alors, ça veut dire, en termes où il l'utilise, où il l'exprime, ça veut dire que on n'achète plus de titres
sur le marché financier. Le grand acheteur, c'est la Banque Centrale Européenne pour maintenir ces... Non, elle ne le fait plus. Et elle va, d'ici septembre, 2 fois augmenter les taux d'intérêt. Donc ça veut dire une politique qui non seulement ne réussira pas à toucher l'inflation, parce qu'elle ne va qu'aux conséquences et pas à la vérité, à ce qui est la cause de l'inflation, mais c'est une politique qui va être destructrice. Et destructrice, on la voit dans tous les secteurs. Déjà, il y a tous les secteurs comme le logement, comme l'éducation, comme évidemment le secteur de la santé publique, le secteur hospitalier, tous les services publics qui sont concernés, tous. Et ils sont concernés, disons, fondamentalement. Dans l'hôpital, dans l'éducation, on ne trouve plus de gens parce que la rémunération, le salaire est insuffisant. On ne trouve plus de gens. Même il y a un départ dans l'hôpital d'aides-soignants, d'infirmiers, même de médecins. Donc on se trouve dans une situation qui est utile pour la société et littéralement sacrifiée. Et tout ce qui est la monnaie, tout ce qui est la finance, se trouve constamment favorisé. Alors par rapport à cela, que fait Macron, que font Macron et ses gouvernements? Eh bien, l'aumône, la charité. C'est comme on donne l'aumône dans la rue. Il donne d'abord le blocage des prix de l'énergie, mais jusqu'à quand? Puisque c'est entièrement artificiel, ça ne va pas aux causes. Ça ne touche pas directement le portefeuille, encore que l'augmentation, vous l'avez vu, est quand même de 26%. Elle serait beaucoup plus encore dans ce monde spéculatif dans lequel nous vivons. C'est les 18 centimes pour l'essence, c'est la suppression de la redevance télévisée, c'est toutes ces aumônes qui sont distribuées comme cela, sans qu'il y ait en face une production pour les justifier. Alors, on vous dira, avec quel argent? Et voilà, NUPES qui vient maintenant et qui nous dit, voilà, nous, on fera des mesures de justice sociale. Alors, ces mesures de justice sociale, dans ce contexte, sont tout à fait justifiées. Le SMIC à 1 500 €, et les négociations par branche ensuite pour l'ensemble des salaires, c'est nécessaire. Une allocation d'autonomie de ressources de 800 € sur 3 ans pour les jeunes qui sont engagés dans les études et dans une formation qualifiante, oui, bien sûr. Et la retraite à 60 ans, avec 40 annuités, avec un minimum de 1 500 € pour ceux qui ont fait une carrière complète, et de 1 100 € pour seuil, on ne peut pas tomber plus bas, c'est bien, c'est nécessaire, mais avec quoi? Et c'est là qu'il y a, évidemment, on nous dira qu'il y a 250 milliards de dépenses dans le programme de NUPES et 267 milliards de recettes. Mais tout ça, c'était statistique. Et dans le contexte actuel du monde, dans le contexte où la politique internationale qui est menée est une politique d'inflation, tous ces avantages seront très vite repris par cette inflation. Et si on ne touche pas aux structures, aux causes profondes, cela devient quelque chose qui est aussi une avance intéressante, indispensable, mais qui n'a pas sa base, qui n'a pas les moyens par lesquels on peut le faire. Les moyens par lesquels on peut faire, c'est qu'il faut aller à l'international. Or, qu'a-t-on fait en France, si on regarde en perspective? On n'a pas pris conscience du passage à l'euro. On n'a pas vu ce que ça allait créer, cette guerre de tous contre tous, cette compétitivité. On n'a pas pris conscience en 2001 du passage de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Et on n'a pas pris conscience ensuite, en 2004, de l'accession, de l'entrée des pays de l'Est dans l'Union européenne. Ce qui fait que tout ça n'a pas été prévu et qu'on a fait une politique d'expédient. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans cette économie de guerre et que la seule manière d'en sortir, de réellement en sortir, c'est de toucher au fondement du système. Alors, c'est ce que certains appellent le système bulle-dette, c'est-à-dire où on crée des bulles financières, on fait circuler de l'argent, ça fait d'énormes dettes, et après on espère que l'inflation permettra de supprimer les dettes, et qu'en même temps, des dépenses militaires permettront d'imposer aux autres, en utilisant par exemple, comme en Ukraine, un intermédiaire qui fera le travail pour nous et des êtres humains qui seront tués pour nous, enfin pas pour nous autres, mais pour les gens qui exercent le pouvoir, que les choses pourront fonctionner de cette façon.
Elles ne peuvent pas, parce que ce système de bulle financière, en réalité, se détruit lui-même. Il est incapable de créer la substance, il est incapable de créer les moyens pour qu'une société puisse continuer. C'est un système qui se fait harakiri. Donc, en sortir suppose ce que nous avons toujours défendu, et je dois le dire à la veille de ces législatives, c'est-à-dire une séparation bancaire, un système de crédit public productif, une banque vraiment nationale, et, s'il le faut, sortir de l'Union européenne et sortir de l'euro et de l'OTAN. Donc, il le faut, je pense, mais cela doit être vu de la façon qui n'est pas une façon comme ça à écrire sur un bout de papier, vous le dire ce soir. C'est une façon qui est vue comme une stratégie et un rapport de force. Et quand certains vous disent, comme M. Mélenchon, qu'on peut désobéir, oui, on peut peut-être désobéir, mais il faut trouver des alliés pour cela. Et il faut être plusieurs. Et c'est de cela qu'il faut voir quelle politique internationale on doit suivre. Et c'est, dans le contexte actuel, une politique qui doit être celle qui est celle de la Russie, de la Chine, des pays émergents ou des pays en développement, qui, eux, sont partisans d'une politique de développement physique réel de l'économie. Mais pas eux seuls. Ça ne peut pas être fait sans les États-Unis, ça ne peut pas être fait sans les pays du système occidental. Mais les systèmes occidentaux délivrés, ayant chassé leur oligarchie financière. Et notre tâche est cette tâche, certes très difficile, mais qui est chasser l'oligarchie financière de nos pays pour pouvoir créer une situation dans laquelle, dans le monde, on puisse faire toutes ces mesures sociales qui sont proposées par NUPEX, mais quelle est vraiment leur base qui permette de le faire. Et une base, c'est une stratégie internationale dans laquelle la France retrouve son rôle de catalyseur, son rôle de médiateur et surtout son rôle d'inspirateur. Et d'avoir cette économie mondiale qui nous permette de créer une véritable base à l'intérieur de la France pour un monde qui soit vraiment digne de ce qu'est la tradition de notre République, une République sociale souveraine. Alors, cette bataille est une bataille que nos candidats ont menée aux élections législatives. Ils ont acquis de l'expérience, ils ont acquis des idées, ils ont confronté au jour, et je pense qu'on a une base de candidats, on a une base avec République souveraine aussi, avec aussi l'appel au peuple, on a une base d'éléments qui forment cette raison du peuple et qui cherche à donner à cette raison une volonté. Et ça, c'est notre combat aujourd'hui, à l'international, avec notre Institut Schiller, qui est un institut qui réunit les principaux gens qui réfléchissent sur ce système international qu'il faut créer pour permettre de redonner une justice à chaque nation. Et puis, au niveau de la France, c'est cette union qu'on doit créer pour un bloc populaire qui soutienne cette politique-là. Et ce bloc populaire, eh bien, ce sont tous les gens qui ont voté pour NUPES, et nous soutenons au second tour de ces élections les candidats de NUPES, et aussi certains qui ont voté pour le Rassemblement national, et aussi qui ont voté pour même certains pour Macron à leur corps défendant. Donc il faut réunir tout cela dans un bloc populaire qui représente vraiment les intérêts qui sont ceux de la France, mais aussi ceux de l'économie mondiale. Et si on ne passe pas par ce rapport entre la politique en France intérieure et l'économie mondiale, eh bien, on ne réussira pas à changer les choses. Alors, c'est à la fois une lutte immédiate, parce que la situation est extrêmement urgente, cette économie de guerre dont vous parlez au départ et qui a été présentée par Emmanuel Macron, c'est quelque chose de très grave et qui crée des conditions de plus en plus difficiles pour en sortir. Et puis il y a le marathon, il y a le long terme, où on doit convaincre les uns et les autres de la justesse de ce que nous défendons. C'est pour cela que je vous demande, par-delà ce deuxième tour des élections législatives, de réfléchir à tout ce qu'on peut faire ensemble et d'être présent constamment sur les lieux où il y a encore du collectif dans cette société qui devient de plus en plus individuelle, et de penser en termes de ce qu'on peut faire pour le bien commun dans notre pays et dans le monde. C'est ce que je voulais vous dire ce soir, à la veille de ces législatives, en vous assurant que, à la fois mon cœur et ma raison sont du côté de tous ceux qui se battent pour ce monde plus juste, et en particulier ceux qui sont battus avec nos candidats,
et qui ont été aussi électeurs à ce premier tour des élections législatives. Et je pense que là, on a un cœur, le cœur est encore petit, mais il bat, et il bat très fort, à la fois en France et dans le monde.